tous et bienvenue sur Monaco Info. Pour cette fin de semaine, voici tout de suite le sommaire. Nous vous présenterons la 111e édition des Monte-Carlo Rolex Masters qui se déroulera du 15 au 23 avril au Country Club de Monaco. Nous reviendrons sur l'édition 2017 de l'Open des artistes de la galerie L'Entrepôt. Nous nous rendrons ensuite au Théâtre des Variétés où avait lieu les après-midi du zapping, une campagne de sensibilisation et de lutte contre le VIH auprès des lycéens. Et nous refermerons cette édition en compagnie de notre invité du week-end. Il s'agit de Jean-Jacques Larasso. Il participera la semaine prochaine à la Rovaniemi 150 Arctic Winter Race, une course de 150 km donc en VTT sans assistance en Finlande. Il nous en dira plus sur ce défi. Du 15 au 23 avril, les meilleurs joueurs au monde de tennis seront de retour sur les cours du Country Club pour les Monte-Carlo Rolex Masters. Jeudi, le directeur du tournoi, Željko Franulović, était au Monte-Carlo Bay pour présenter cette 111e édition. Frédéric Elion. Pour son 110e anniversaire l'an passé, le Monte-Carlo Rolex Masters a réuni plus de 135 000 spectateurs sur l'ensemble du tournoi. Une édition qui a vu Rafael Nadal soulever son 9e trophée sur le rocher, en finale face à Gaël Monfils, premier Français à rallier ce stade de la compétition depuis Cédric Pioline en 2000. Jeudi, au Monte-Carlo Bay, Željko Franulović, le directeur du tournoi, a présenté les grandes lignes de la 111e édition avec toujours un plateau exceptionnel. On a déjà Novak Djokovic qui s'inscrit, Rafael Nadal qui nous a salué déjà, encore 4 ou 5 de 10 premières, Berdych, Raonic, Dimitrov. Bon, ça peut changer aussi, hein. Et puis, j'espère que les Français aussi vont monter au top de 10 premiers, mais ils vont tous jouer. On attend le signe de Roger Federer, que, vous savez bien, même l'année dernière, à cette époque, on ne pouvait pas l'annoncer. Et puis à la fin, il a joué. On espère que ça va se reproduire cette année, mais on n'est pas pressé. On va quand même continuer nos contacts avec Roger et son team. Et je pense que ça va se faire de nouveau. Parmi les nouveautés, cette année, un nouveau logo pour le tournoi, une nouvelle charte graphique. Lancée l'an dernier, l'application Monte-Carlo Rolex Masters a été améliorée et cette année marque l'arrivée d'une nouvelle appli Mega Selfie. Le partenariat avec Rolex a lui également été reconduit jusqu'en 2021. C'est vraiment une histoire d'amour en fait parce que moi je connaissais le tournoi en tant que joueur et j'aimais ce tournoi avec beaucoup de passion et c'est vrai qu'avec Rolex d'avoir été partenaire il y a maintenant un bon nombre d'années et de continuer de créer avec Željko, son équipe, Madame de Massy, un tournoi de grande qualité, pouvoir y participer et y donner un peu aussi de notre savoir-faire, et bien voilà, c'est une histoire belle qui continue et on se réjouit chaque année de ce tournoi qui arrive au mois d'avril. Le tirage au sort de cette 111e édition aura lieu au Jardin Exotique vendredi 14 avril à 18h30. La liste définitive des joueurs participant au tournoi sera connue le 22 mars. Après le sport, place à la culture. La galerie L'Entrepôt expose jusqu'au 14 mars les œuvres d'une vingtaine d'artistes. Particularité de cette exposition, le public et les internautes sont invités à voter pour l'œuvre de leur choix. Plus d'explications avec Dominique Poulain. Pour la 7e année consécutive, la galerie L'Entrepôt organise l'Open des artistes, un événement qui se déroule en 2 étapes. Le mois dernier, 70 œuvres étaient exposées. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 24. Celles retenues par le public et par les internautes après un vote. Cet Open permet aux artistes connus ou méconnus d'avoir la chance d'exposer leurs œuvres et d'avoir une visibilité qui dépasse les frontières de la région. C'est de permettre à des artistes émergents d'avoir l'opportunité de montrer leur œuvre en galerie ou sur Internet. Et effectivement, nous ne sélectionnons pas à l'entrée, à l'inscription les artistes, mais il se trouve qu'après être passé au filtre du jury, il se trouve que cette exposition collective, c'est des artistes professionnels qui ont été retenus. Alors je précise bien que le jury ne connaissait pas le nom ni la biographie des artistes, quoi. Et l'Open des artistes connaît une véritable réussite sur Internet, avec plus de 2000 votes, plus de 35 000 pages vues et plus de 10 000 visiteurs. La particularité des œuvres réside dans la richesse des supports.
Outre la peinture traditionnelle, à l'huile ou à l'acrylique, certains artistes ont utilisé cette année la vidéo. D'autres ont préféré des logiciels informatiques. Mais tous ont respecté le thème du rire dans le monde tel qu'il est. Il est important qu'il y ait un fil conducteur, le rire. Et ça, c'est important parce qu'on sortait d'une période très triste, très épouvantable. Et l'idée était de créer du lien social entre une situation et l'état du rire, que l'émotion sorte simplement du négatif pour aller vers le positif, encore que il pourrait y avoir du rire difficile. Ça, c'était la première idée. Et la deuxième idée, comme le disait Umberto Eco, c'est qu'au fond, comme on va inéluctablement vers la mort, alors autant en rire. Pour la deuxième phase du concours, le public a jusqu'au 14 mars pour voter pour l'œuvre de son choix. 3 prix seront décernés, le prix du jury, le prix du public et le prix du partenaire Monaco Télécom. Les œuvres primées feront la couverture de l'annuaire de l'opérateur monégasque. Pendant 2 jours se sont déroulés au Théâtre des Variétés les après-midi du zapping, une campagne de lutte et de prévention unique en son genre contre le VIH et à destination des lycéens. Au cœur des débats, la sexualité et les comportements à risque. Dominique Poulain. Ils sont élèves au lycée Albert Ier, au lycée technique et hôtelier ou encore au lycée François d'Assise Nicolas Barre. Mais pour eux, pas de cours ou d'interrogations écrites. Ils sont venus parler sans détour de sexualité et de comportement à risque à l'occasion des après-midi du zapping. L'objectif a toujours été de mettre les jeunes en action par rapport à la prévention, qu'elle soit de forme santé ou citoyenne. Et donc c'est vrai qu'il y a quelques années maintenant, FightAids, le CDAG et la Croix-Rouge, l'Éducation nationale bien évidemment, se sont posé la question comment faire de la prévention autrement. Et il est tout naturellement venu l'idée d'y associer Solidarité Sida grâce aux après-midi du zapping. C'est une manière d'informer et de mobiliser les jeunes en les rendant acteurs de cette fameuse prévention. Au programme de l'après-midi, extraits de films, spots de prévention, quiz interactifs et débats. Tout est fait pour que la parole se libère dans une ambiance conviviale et ludique. Chacun peut poser des questions sans tabou et en toute simplicité. Nous avons la chance à Monaco de voir des dispositifs extrêmement performants en termes de prévention ou autres d'ailleurs, du plus jeune âge jusqu'à la classe de terminale. Et dans le cadre de la prévention contre le VIH-Sida, nous attaquons dès la classe de seconde jusqu'à la classe de terminale. Donc les élèves sont particulièrement informés et sensibilisés. La seule chose, c'est qu'à un moment donné, il faut toujours rappeler ces informations, toujours les informer des nouveautés afin que, à l'âge adulte, puisque ces élèves sont plutôt des élèves de terminale, ils vont quitter le giron de l'école très très rapidement, ils puissent être véritables acteurs de leur vie de manière totalement responsable. Le sida, la contraception, les rapports garçons-filles, le respect mutuel et les risques liés aux réseaux sociaux, toutes les thématiques sont abordées et les échanges sont constructifs. Ça nous permet, malgré qu'on sait beaucoup de choses déjà, parce qu'on nous en parle depuis qu'on est assez petit, c'est quelque chose de sympa, ça nous rappelle parce qu'on a tendance à l'oublier, surtout que là on est dans une période où on commence vraiment à avoir des relations, tout ça, et souvent on a tendance à oublier de mettre les préservatifs, de se protéger un petit peu plus, et puis il faut aussi savoir que même si une fille elle est jolie, elle sent bon, elle est propre sur elle, on ne sait jamais, tout le monde peut l'avoir, donc c'est important. J'ai trouvé ça vraiment sympa parce que ça nous apprend des choses et quand on avait des doutes, ça nous rassure sur quelques questions. Ça nous permet de savoir un peu comment on doit être avec nos futurs compagnons en quelque sorte. On sait comment se protéger maintenant, quels sont les risques et quels sont les symptômes, si on peut vivre avec grâce aux différentes méthodes de prévention, etc. Enfin bref, ça nous aide à mieux connaître le sujet et voilà. Très enrichissant et puis même si on peut croire que ça peut paraître ennuyant au début, finalement avec les vidéos, les choses comme ça, on apprend beaucoup mieux. Aujourd'hui en France, 150 000 personnes sont contaminées par le virus du sida et chaque année, il y a 6 000 nouvelles contaminations. À Monaco, la situation est tout autre.
30 personnes sont atteintes du virus et l'an dernier, il y a eu 2 nouveaux cas. Les raisons ? La prévention. Chaque année, ce sont plus de 1000 tests qui sont effectués. En ce qui concerne Monaco, ils sont très bien informés, ils font très attention, ils viennent faire des tests. Jeunes, dès qu'ils ont le moindre doute, ils viennent faire des tests dans notre centre de dépistage anonyme et gratuit. Non, franchement, d'ailleurs, je peux vous dire que des jeunes de moins de 25 à 30 ans qui deviennent séropositifs, on n'en voit jamais. Hein. C'est quand même un grand plus pour la principauté. Hein. Les stands du centre de dépistage du sida et des associations qui ont participé à ces après-midi ont par ailleurs donné aux jeunes la possibilité de compléter les connaissances acquises durant la présentation. Et en bref, dans le reste de l'actualité. Cette semaine, la philosophie était à l'honneur en principauté. Vous l'avez vu dans notre précédente édition, les jeunes élèves de FANB ont participé à une matinée philosophique. La veille, les jeunes étaient invités à philosopher au lycée technique et hôtelier de Monaco à l'occasion d'une conférence avec les philosophes Edwige Chirouter, Joseph Cohen, Robert Maggiori et le professeur Jean-Philippe Vinci. Jeudi, le cycle de conférences des rencontres philosophiques reprenait toujours au lycée technique et hôtelier, avec un questionnement cette fois-ci autour du corps médical et du corps politique. Les invités présents ont tenté de répondre à la question « Dans quel état est le corps ?» Prochain rendez-vous des rencontres philosophiques le jeudi 16 mars à l'auditorium Régnier 3 autour des langages des corps. À l'occasion de la journée du cancer de l'enfant, les associations de toute la France s'unissent autour d'un événement national, une flamme de l'espoir qui représente toute la force et le courage des enfants malades. La Fondation Flavien a accueilli cette flamme jeudi soir à Monaco avant qu'elle ne reparte pour Bordeaux. Elle aura au total parcouru 8 villes en 9 jours. Nous rejoignons à présent notre invité du week-end. Bonjour Jean-Jacques Larasso. Bonjour. Alors, vous partez pour la Finlande la semaine prochaine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce défi que vous êtes fixé avec votre compagne dès le début de l'année 2017 ? Ça va bien démarrer. Oui, ça devrait bien démarrer. Enfin, il faut espérer que ça démarre bien parce qu'il y a quand même beaucoup de points d'interrogation sur ce raid, sur cette aventure. Et oui, nous partons en Finlande pour un raid arctique qui va se dérouler à Rovaniemi, qui est une ville sur le cercle polaire de Laponie finlandaise. Et c'est une boucle de 150 km à parcourir non-stop dans les plus brefs délais. Et sans assistance, c'est bien ça ? Et sans assistance. Voilà, la boucle est parsemée de checkpoints qu'il va falloir relier, où on va trouver normalement de l'eau chaude s'il y en a encore, et puis un poste de secours si besoin. Mais tout le reste, c'est d'autonomie complète. Ouais. Donc dans l'idée, vous allez partir pendant 15 heures à peu près sur ce vélo que nous avons ici ? J'espère 15 heures. C'est les conditions météo qui vont déterminer la durée du parcours. Parce que si la neige est souple, il nous faudra à peu près le double. Donc on part plutôt entre 15 et 25 heures. D'accord. Et combien il y a de participants généralement chaque année ? Cumulé sur les 3 distances, puisqu'il y a 3 distances, il y a à peu près 120 ou 130 participants. Donc oui, on rappelle, il y a 66 km pour la première course, 150 pour la vôtre et 300 pour peut-être celle que vous ferez l'année prochaine ? Oui, 66 km, bon, c'est des gens qui partent sur une durée de quelques heures. Ça va durer 6 ou 7 heures peut-être, maximum. Donc ils partent assez légers et sans grande nécessité de matériel. Sur la 300, c'est une course qui va se jouer sur plusieurs jours. Donc les concurrents embarquent tentes, bivouac et tout le nécessaire pour un bivouac polaire. Et donc la 150, c'est la distance que nous avons choisie parce que c'est celle qui correspond le plus à notre recherche, à notre besoin. Ce qui est réellement une aventure engagée, avec un défi physique important et une grande incertitude sur ce qu'on va rencontrer sur la météo. Justement, quelles sont vos plus grosses craintes ? Alors, on n'a pas énormément de craintes. Quand je dis on, c'est parce que je vais rouler en équipe avec ma compagne. On n'a pas énormément de craintes, si ce n'est une très mauvaise météo, c'est-à-dire tourmente, brouillard, neige. Parce que sur les 150 km, on a environ un tiers qui se court sur les lacs gelés ou les rivières gelées. Donc c'est une surface facile, assez dure, où on peut rouler aisément à une bonne vitesse.
Un autre tiers, ce sont des chemins ou des routes enneigées, pistes pistes généralement utilisées l'été pour les alpins, enfin pour les pâturages. Et la troisième variété de terrain, c'est la forêt. Et là, ça se complique. Justement, qu'est-ce qui peut être compliqué dans cette forêt? C'est compliqué parce que d'abord, c'est pas damé, donc la neige est profonde. C'est uniquement la moto d'ouverture qui va baliser, tracer et damer une largeur de 50 cm à peu près, 60 cm. Oui, donc faire un sentier, finalement, ce ne sera pas très large. C'est une trace, voilà, c'est une trace. Bon, je ne pense pas qu'on soit dans les premiers, donc il y aura également la trace des précédents coureurs. Et puis ça circule, ça serpente dans les bois, donc c'est difficile de s'orienter. Il faut éviter de se perdre parce qu'on peut avoir une trace parallèle, une difficulté sur un endroit qui n'est pas bien tracé et vite se retrouver dans la forêt à 25 ou 30 km de toute vie humaine, par moins 20 degrés. Bon, il ne faut pas se perdre, quoi. Même si on embarque un GPS qui nous servira uniquement en cas de perte, en cas de problème. Voilà, ça c'est un peu une crainte. Après, on sait qu'il y a le réchauffement climatique. Ça veut dire que la glace par endroit est moins formée. Ça veut dire qu'elle est plus fragile. Ça veut dire qu'on peut passer à travers. Voilà, donc ça c'est une deuxième cas de figure qu'on n'envisage pas. Et voilà, et vu effectivement après c'est le temps, le brouillard. Et justement, comment est-ce qu'on se prépare alors à un tel défi? Contrairement à ce qu'on peut penser, on n'a pas une préparation très importante. Parce que physiquement, on ne peut pas dire que ce soit très dur. Quand on fait du sport toute l'année, nous avons participé... Il faut rappeler que vous êtes quand même un très grand sportif, c'est pas accessible à n'importe qui. Oui, grand sportif, c'est pas tout à fait le mot. Je suis un sportif d'expérience, on va dire, parce qu'on voyage beaucoup en vélo. On a parcouru beaucoup de vélos en Afrique, beaucoup de pays en Afrique à vélo. En Asie également, on a traversé la Mongolie, on a traversé la Birmanie. Donc on a un esprit d'aventure et un esprit qui nous permet d'aborder l'imprévu avec quand même pas mal de facilité, je dirais. Bon, le plus gros entraînement, pour revenir à la question, c'est, je pense, la préparation psychologique à rentrer dans cet univers, dans cette partie sauvage, isolée, cette partie assez vulnérable de nous-mêmes, où on va se retrouver seul face à de l'inconnu. Et on sait que ce dont a peur l'humain, c'est justement l'inconnu. Quand on est au courant, on n'a pas peur. Donc la préparation psychologique, c'est déjà de comprendre où on va aller et de se familiariser avec cet environnement. Ça passe par des recherches de documentaires sur la façon dont ça se passe dans ces milieux-là. Ça passe par le visionnage de vidéos qui relatent les expériences précédentes. Voilà, c'est grâce à tout ça, on se met dans la course et puis quand on a découvert tout ça, on regarde des photos, on regarde des témoignages, on n'a plus peur de l'environnement. Vous avez fait des repérages sur place non. Ou pas? Non, c'est quand même compliqué, c'est quand même un peu compliqué. Et est-ce qu'on peut présenter donc ce vélo qui va vous accompagner? Voilà, il est assez impressionnant tout de même. Oui, il faut dire que esthétiquement et à la premier abord, on est très étonné par les dimensions de ce vélo. Alors on appelle ce type de vélo des fat bikes. Fat pour le terme qui décrit la section des pneus. Et bon, c'est un vélo tout à fait traditionnel sinon dans sa technologie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'amortisseur, il n'y a rien de particulier par rapport à un vélo ordinaire. Sinon que les dimensions des fourches et des bases arrière sont surdimensionnées pour laisser passer ces pneus de grosse section. Et le boîtier de pédalier est également élargi de manière à s'adapter à la géométrie du vélo. Mais après, le cadre, c'est un cadre en aluminium comme tous les autres cadres. Voilà. Sur ce vélo, on va amener un équipement. C'est une technique qu'on appelle le bike packing, qui permet, sans adapter de porte-bagages ou de divers artifices qui vont alourdir le vélo, on vient accrocher des sacoches et des sacs directement sur le cadre du vélo. Voilà, donc ici à l'avant j'ai un matelas qui va me permettre en cas d'arrêt de pouvoir dormir directement sur le sol.
pour s'isoler du froid. Comme une couverture de survie en fait qu'on peut C'est ça, connaître avec, familièrement. C'est une multicouche avec plusieurs épaisseurs d'isolant. Dessous, ici, j'ai un sac étanche qui contient un duvet, un sac de couchage, qui permet de dormir dehors par moins de 30 degrés. Donc il faut bien comprendre qu'en cas de problème, on ne doit pas se retrouver dans des conditions de danger. Voilà. Parce que, mais ça, normalement, c'est utilisé qu'en cas de problème. Donc on espère que vous n'aurez pas besoin En ce qui nous concerne, on ne va l'utiliser qu'en cas de problème. Ensuite, nous avons adapté ici des manchons en néoprène qui permet d'avoir déjà une première protection sur les mains. Et sur les mains, on a des gants 000 qui nous permettent d'affronter des températures plus froides. Ici, sur le cadre, nous avons une sacoche adaptée celle-là a été faite spécialement aux dimensions du cadre. Et ici, j'ai du matériel de survie, boissons énergétiques, soupe, réchaud à essence et couverture de survie, divers matériels nécessaires. Et à l'arrière, ici, c'est une sacoche de selle qui fait 13 litres, qui vient s'accrocher directement sur la selle et qui contient des vêtements supplémentaires, pantalons en duvet et divers accessoires également de protection au froid. Oui, parce qu'il faut vraiment des habits prêts pour les conditions extrêmes quand même. Alors j'ai revêtu aujourd'hui la veste qui va me permettre de me protéger en première peau, on va dire. Et puis derrière, j'ai une doudoune plus renforcée. Mais bon, en pédalant, on dépense de l'énergie et la température du corps monte quand même pas mal et on n'a pas besoin d'être très couvert pendant les séances, pendant les parties pédalées. Vous avez l'air en tout cas bien prêt, heureusement. On rappelle le départ, c'est la semaine prochaine. Le départ pour la Finlande, c'est mardi 14 février, jour de la Saint-Valentin, on ne l'a pas choisi. Et le départ de la course, c'est samedi prochain, je crois que c'est le 18. Le 18 février. À 8 h du matin, au lever du jour, sachant que le jour s'arrête vers 16h30. Ça va nous laisser une belle nuit en perspective pour rentrer, on espère, le lendemain matin à Rovaniemi. Merci beaucoup Jean-Jacques en tout cas d'avoir accepté notre invitation et on espère que vous nous ramènerez de très belles images de Finlande. Merci à vous de m'avoir invité et nous ne manquerons pas de vous faire parvenir des images. Je vous propose à présent de passer aux prévisions météo de ces prochains jours. Samedi, ciel couvert avec quelques apparitions du soleil. Il fera 7 degrés au lever du jour et 14 degrés dans l'après-midi. Dimanche, peu de changements, ciel plus nuageux que la veille. Les températures seront proches des normales de saison. Lundi, ciel plus incertain, les températures seront très acceptables. Mardi, des nuages et un peu de pluie. Quelques rayons de soleil seront tout de même à noter. Les températures seront stationnaires. Mercredi, ciel en grande partie nuageux. Il fera 14 degrés au plus chaud de la journée. Et finalement, jeudi, nuages et légère apparition du soleil au cours de la journée. Ce journal est à présent terminé. Je vous propose de nous quitter avec les images du concert de Liminianas qui a eu lieu jeudi soir au Grimaldi Forum. Très bon week-end à tous.